Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Guillaume Comagnac, directeur associé de Tracteur et derrière le micro pour ce podcast. Vous retrouvez ici des sessions d'échange avec des entrepreneurs et aussi avec des experts sur des sujets qui concernent les startups. Aujourd'hui, je suis super heureux d'accueillir Marie Mérouz, fondatrice et dirigeante de Marbotique, pour une discussion sincère et sans langue de bois. Marie, avec son entreprise Marbotique, est une des pionnières de la EdTech, la technologie au service de l'enseignement. On revient ensemble sur son parcours et la construction de son entreprise, depuis le garage familial jusqu'à être dans les rayons des magasins du monde entier. On aborde aussi entre autres les sujets du temps d'écran pour les enfants ou bien de la logistique lorsqu'on réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires à l'international. Maintenant, place à cet échange, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Marie. Bonjour Guillaume. Écoute, ravi de t'accueillir. Je te le disais avant qu'on démarre l'enregistrement, j'avais Marbotique dans le viseur depuis que j'ai démarré cette série de podcasts. Je suis content de t'avoir. Aujourd'hui, forcément, on va parler de EdTech et de cette entreprise qui fait des jouets connectés, mais je ne vais pas en dire plus, je vais te laisser toi nous présenter ça. Ma première question, ça va être, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marie Mérouz et je suis la fondatrice de Marbotique. Donc, Marbotique est une start-up qui crée des jouets connectés et des applis éducatives pour les enfants de 3 à 5 ans, on va dire. Ça marche. Toi, ton parcours, c'est quoi? Je sais que tu as fait l'école centrale, voilà, que tu as un profil ingénieur, mais même avant ça, d'ailleurs, tu as choisi une spécialité en entrepreneuriat, mais ça devient d'où tout ça? Est-ce que plus jeune, tu as aussi expérimenté des choses qui t'ont amené vers cette formation? Tu veux dire vers l'entrepreneuriat, vers cette expérience-là? Alors, le fait effectivement d'être ingénieur, c'est une base scientifique et ça peut amener vers des métiers qui peuvent être ultra techniques et tout ça. Euh, Moi, les spécialités que j'ai choisies, je ne savais pas forcément exactement ce que je voulais faire. Quand on sort d'une grande école d'ingénieur, il y a beaucoup, beaucoup de secteurs qui s'offrent à vous. Et moi, je voulais travailler dans un domaine pour moi qui avait du sens. Et du coup, le domaine de l'éducation numérique, quand j'ai commencé à bosser donc en 2005, il y a 16 ans, j'ai trouvé que c'était un super domaine, le domaine de l'éducation numérique qui avait à la fois une composante quand même humaine, humaniste, un peu littéraire, quoi, avec le côté nouvelles technologies et tout ça. Donc, j'ai commencé à travailler d'abord pour une start-up de soutien scolaire en ligne qui s'appelle Maxicours pendant 7 ans. Et après, je me suis lancée seulement au bout de 7 ans dans l'aventure Marbotique en 2012. Ouais, il me semble que tu as eu l'idée alors que tu étais encore en job et que c'est en participant à un concours où tu as été lauréate d'ailleurs que tu t'es dit OK, go. Mm. En fait, je suis pas la seule à penser que c'est une bonne idée. C'est Donc ça y est, je me lance, je quitte mon job. c'est C'est ça. ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, mon boss de l'époque a été super encourageant. Il m'a dit OK, moi j'encourage l'entrepreneuriat. Lui-même était entrepreneur, bien sûr. Et donc, il m'a permis d'avoir une rupture conventionnelle, ce qui était super. Je le remercie encore. Et du coup, bah, ça m'a un petit peu donné le petit pied à l'étrier, quoi, pour se lancer, pour commencer à se lancer, ouais. Et donc là, tu as envie de lancer quoi à ce moment-là? Si on remonte, on est donc en 2012. Est-ce que, c'est Marbotique et ça ressemble, encore à ce que c'est aujourd'hui ou alors le produit, service a un petit peu évolué? Ça ressemble pas mal, en fait, hein. Au tout début, je savais que je voulais lancer quelque chose autour de l'éducation et c'est un petit peu la rencontre avec l'iPad qui, m'a déclenché cette idée. C'est-à-dire qu'en 2011 sont sortis les tout premiers iPads. J'en ai eu un entre les mains, j'en ai acheté un, j'en avais un pour moi et j'avais pas d'enfant encore à l'époque, mais j'avais déjà vu, bien sûr, des enfants interagir avec des interfaces numériques et tout ça. Et je me suis tout de suite dit que cette nouvelle approche tactile et notamment, enfin, ce rapport très direct à l'écran allait être très puissant pour les plus jeunes. Et avec l'idée quand même de se dire, mais c'est une expérience digitale qui ne serait que écran, pour moi, c'était un peu court.
Notamment, je m'étais intéressée pas mal à la pédagogie Montessori qui met beaucoup l'accent sur la sensorialité, la manipulation et du coup et là est venue l'idée de se dire: «On peut, grâce aux nouvelles interfaces permises par le numérique, notamment cet écran tactile très, naturel, avoir des objets qui vont interagir avec des interfaces digitales» et du coup l'idée a été de créer donc un jeu de chiffres à l'époque, c'était les chiffres de 0 à 10, enfin de 0 à 9 plus précisément, qui seraient reconnus par la tablette tactile. À l'époque, on voulait même avoir des petites unités, en fait. On voulait avoir des perles qui seraient reconnues individuellement par la tablette tactile. Et genre, on va pouvoir poser une, deux, trois perles et la tablette va compter. Donc ça, on n'a pas pu le faire. Techniquement, c'était pas possible. Mais les chiffres, ouais, les 10 chiffres en bois, ça reste notre deuxième produit le plus vendu. Le premier produit, maintenant, c'est devenu l'alphabet, puisque en 2012, c'était les chiffres et en 2014, 2015, on a sorti l'alphabet. Et donc depuis maintenant, c'est plutôt l'alphabet en fait qui est notre best-seller, mais les chiffres sont juste derrière quoi. Donc oui, c'est assez proche. Ce qui est fou, c'est que, bah, à l'époque, comme tu le dis, c'est l'avènement, vraiment du mobile. Tout le monde veut, avoir son app, Ouais. mais toi, en fait, tu dis: «Oui, je veux être sur tablette, mais je veux être sur tablette aussi, physiquement, quoi» et en fait, je me suis demandé en préparant notre entretien, mais est-ce que tu avais eu un moment de eureka, tu vois? Où tu as vu un enfant avec un jouet en bois qui tapait sur une tablette et tu t'es dit: «Mais en fait, c'est ça qu'il faut faire» ou alors, enfin, comment tu as maturé cette idée-là? Parce que, en fait, c'est ça que je trouve beau avec, Marbotic, c'est que ça paraît si simple, mais en fait, c'est justement ça, c'était pas si simple que d'y penser, de mettre des jouets en bois sur une tablette. Oui. Tu vois ce que Alors, je veux dire? ouais, bah, en fait, on a recréé, en fait, c'est parti du multitouch, le fait de se dire: «On peut, poser ses 10 doigts». Il y a même 11 points de multitouch, sur les tablettes, iPad, donc on se posait la question quel était le 11e point, mais du coup, c'est venu de cette idée-là. Après, en creusant un peu, le fait de faire interagir un objet sur une tablette, on n'était pas les premiers à l'inventer. En fait, on a recréé la même techno, qu'une techno qui avait été inventée dès les années 2010 par un studio d'interaction à Paris. Et je sais pas comment te dire d'où est venue, comment l'idée, est-ce qu'elle a maturé. Je pense que l'idée, elle est venue à un moment. Assez vite, on s'est rendu compte que c'était techniquement possible. On a construit des petits protos comme ça. Je vais pas dire à l'arrache, mais c'était vraiment des petits protos très artisanaux. Et à partir du moment où on s'est rendu compte que ça pouvait marcher, je suis allée au concours justement des 10 ans de l'incubateur de l'École centrale Paris avec un proto, quoi. Il y avait déjà un premier proto. Alors que l'idée, le concours, c'était c'était vers le 20 mai, je crois. Et j'ai été sur le projet depuis début mars. Enfin, ça faisait 2 mois. En 2 mois, on avait réussi à faire un premier proto. Donc, c'était assez cool quand même. Tu dis «on» depuis tout à l'heure, c'est que tu es, accompagné de quelqu'un? Non, j'ai pas eu de co-founder à l'époque. J'étais seule sur le projet et je suis restée seule sans associé jusqu'à l'année 2017. Donc 5 ans, ça a été long. Mais j'ai été beaucoup aidée par tout un réseau d'abord familial. J'ai eu beaucoup mon père qui est lui aussi ingénieur et qui m'a pas mal aidée sur les tout premiers protos et même sur la première série. Parce que dès l'année 2012, on a voulu faire une première série de 100 unités, qui était en gros une pré-série qui était montée de façon ouais, artisanale dans le garage de mes parents, dans le salon de mes parents. On a fait une petite chaîne de production, on avait acheté des boîtes et tout ça. Enfin, c'était rigolo, quoi, mais c'était quand même assez artisanal. Et donc, au début, j'ai été quand même accompagnée par tout un réseau de gens, on va dire complètement bénévoles, quoi, qui ont kiffé le projet et qui ont dit ouais, mais ça a l'air cool ce que tu fais. Moi, je peux t'aider comme ci, je peux t'aider comme ça. Et pendant je pense, les 2, 3 premières années, c'est ça vraiment qui a donné du ressort au projet et qui a fait que ça a pu émerger, tout simplement. Mmh. Tu dis ça a été long là les 5 premières années, les 3 premières années. Mm. C'est quoi qui a été long? Euh, j'ai dit ça a été long avant que je trouve le bon associé, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en étant plutôt ingénieur de formation, moi j'étais plutôt centrée sur les aspects produits, les aspects techniques, etc. Et les aspects commerciaux et marketing, c'était vraiment clairement en autodidacte que j'ai commencé. Donc, bon, c'est assez facile de monter un site e-commerce, c'est assez facile de monter une page Facebook. Donc, j'ai fait beaucoup de choses moi-même pendant assez longtemps. Mais je me suis rendu compte à un certain moment que c'était bien d'avoir une complémentarité avec quelqu'un dont vraiment le business, dont c'était le cœur de métier, quoi, clairement. Donc, heureusement qu'en 2016, donc,
au CES 2016. Donc on a commencé à faire des salons. J'ai quand même commencé à avoir des employés dès l'année 2014, donc 2-3 ans après le tout début de la start-up. Et c'est en 2016 que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon associé maintenant au CES à Las Vegas. Et puis ensuite, comme il est bordelais, on s'est revus sur Bordeaux. Il a commencé à bosser avec nous sous format de prestation. Et maintenant, donc Michael, c'est son nom, Michael Turbet, il a rejoint l'entreprise le 1er janvier 2017 officiellement. Et du coup, depuis, on est toujours ensemble et ça se passe super bien. Et c'est vraiment bien de pouvoir avoir quelqu'un qui prend le projet autant à cœur qu'on le prend soi-même. Et j'ai aussi appris depuis qu'en fait, les règles de financement des startups se sont un peu durcies et que je n'aurais probablement pas pu avoir les offres de financement d'amorçage que j'ai eues à l'époque en étant solo founder. Donc, je suis un peu passée entre les mailles du filet, probablement, entre Ok. 2012 et 2015, quoi. Bah, faut dire que l'écosystème startup était déjà aussi moins structuré Ça commençait, voilà, c'est le ça boom, ressemble ouais. pas forcément à ce qu'il y a aujourd'hui. Mm. 2012-2013, comme ça, c'était le boom, tout Ok. début du boom ouais, des startups digitales à Bordeaux, quoi. Ouais, carrément, il y a eu une belle génération d'ailleurs, notamment dans l'économie collaborative. Je pense à Jostock, Sambot, etc. Et Là, d'ailleurs, vous aviez Cascapa, même ouais, créé votre écosystème dans l'écosystème ouais, ouais. On était au en, château, on en était en faisant le château coloc. numérique, qui Ouais. était une chouette. On se voit toujours, en fait. On fait des. Je sais pas si je peux trahir un secret, mais on a un groupe WhatsApp qui s'appelle le G7. Et en fait, on fait des déjeuners tous les 2 mois, comme ça, ou tous les mois, on essaie de se voir et on reste en contact. Et c'est super sympa d'avoir une espèce de promotion, en fait, d'entrepreneurs qui ont à peu près la même maturité de boîte. Parce que assez vite, c'était un peu bas les masques, quoi. Ça permettait de parler de la réalité de notre quotidien, des choses cool, mais aussi des galères. Et il faut pas se voiler la face, il y a quand même beaucoup de galères. Et c'est toujours sympa de se rendre compte que les autres galèrent autant que soi-même, en fait. C'est toujours un grand moment ouais, de camaraderie, de se dire, ok, bah, on est tous en fait, on est tous en train de faire le mieux qu'on peut, quoi. Ouais, top. Bah, en tout cas, vu de l'extérieur, ça avait l'air trop cool de vivre ça au château numérique lorsque vous aviez lancé ça. Enfin, moi, je regardais ça avec attention et je trouvais ça vraiment, voilà, vraiment chouette. Ça renvoyait vraiment une belle image aussi de cet écosystème startup qui avait l'air bienveillant. Je vais revenir sur la partie un peu marketing, sales et justement, tu disais que toi au début tu as fait beaucoup de choses toi-même et je voulais revenir aussi sur quelque chose, c'est que quand on voit Marbotique pour la première fois, on a l'impression que vous vous adressez quasi exclusivement à une clientèle B2C, donc vraiment pour les parents et les utilisateurs finaux. Mais il y a eu aussi quand même une vraie envie et une vraie stratégie d'aller vers les écoles, les instituteurs. Alors je dirais peut-être pas les entreprises, mais en tout cas, il y a eu un moment où certainement tu t'es dit, ça suffira peut-être pas de juste aller chercher les utilisateurs dans leur salon. C'est pas exactement, tu vois, dans l'ordre dans lequel ça s'est passé. Alors, le tout premier client de Marbotique, ça reste une enseignante, Véronique Favre. Je remercie, big up. Elle est une super enseignante de maternelle à Paris et elle est très au fait de ce qui se passe dans le digital. Elle utilise beaucoup les iPads dans son école, dans sa classe elle-même. Et donc, ça a toujours été un point de focus. En fait, les enseignants, ça a toujours été un point de focus parce que quand on veut faire de l'éducation, quoi de mieux que d'être utilisé par des enseignants au sein des institutions publiques. Enfin, c'est une immense reconnaissance en fait du travail qu'on peut faire. Mais j'ai travaillé pendant 7 ans dans une entreprise qui faisait du soutien scolaire qui s'adressait au B2C et ce qu'on appelle aussi le B2A, c'est-à-dire business to education ou business to administration comme on veut. Et je me suis rendu compte de toutes les difficultés structurelles pour pénétrer le marché institutionnel en France. Bon, c'est l'histoire que je raconte un peu à tout le monde, mais il faut bien s'imaginer que pour vendre, oui, il faut bien, c'est de ça qu'on parle, hein, pour que votre produit soit adopté dans une classe, c'est un jeu de billard à 3 bandes. Donc non seulement il faut que l'enseignant
l'instituteur, voilà, les professeurs des écoles acceptent d'utiliser votre outil et soient motivés. Donc ça, c'est un premier point. Il y a deuxièmement un sujet sur l'inspection académique qui potentiellement a son mot à dire sur les outils qui sont utilisés dans les classes. Et il y a un troisième larron de la foire, c'est celui qui paye en fait. C'est pour le cas, nous, des écoles et donc des écoles maternelles, ce sont les collectivités locales et même les écoles, pardon, les communes. C'est-à-dire c'est à l'échelle de la Mhm. mairie que ça se passe. Donc vous savez le nombre de communes qu'il y a en France, et même si on compte les communautés de communes, c'est quand même un chiffre énorme. Et il faut que les trois, en fait, les trois soient d'accord pour que ça se passe et que ça se débloque en France. Et c'est quasiment impossible, en fait, d'avoir cet alignement des planètes. Donc nous, dans notre cas à nous, plus le fait, en plus, que pour que notre produit soit utilisé dans la classe, il faut qu'il y ait une tablette dans la classe. Donc ça, c'est encore une autre Mhm. complication. Donc clairement, moi, j'avais déjà vu par le passé que le développement de la EdTech, il était très handicapé par, euh, par la structure elle-même de la commande publique qui est complexe. La technostructure, ouais. Ouais, hyper complexe. Et du coup, bon, nous, on a clairement jamais fait une priorité. Mais bon an, mal an, on a quand même eu des très belles réussites dans le monde scolaire, mais pas en France, jamais en France. En revanche, on a rencontré, notamment par le biais des salons internationaux du jouet, le plus grand distributeur de, on va dire, produits éducatifs aux Pays-Bas, qui est lui-même aussi éditeur de solutions éducatives et de jouets éducatifs, qui a adoré en fait notre produit, qui est nos chiffres, nos lettres, pardon, nos lettres, notre alphabet en bois. En plus, le côté bois et tout ça, dans les pays nordiques, ils adorent. C'est quelque chose qui est très engrainé dans leur culture. Et il nous a demandé de faire des lettres en bois, mais qui seraient spécifiques pour le marché néerlandais, c'est-à-dire pour la langue néerlandaise qui contiendrait les 42 phonèmes qui composent la base de la langue néerlandaise. Et donc, on a fait ce fameux proto, donc les 26 lettres de l'alphabet, plus les 16 phonèmes un peu chelous qu'ils ont dans leur langue. Mhm. Et au début, ils ont dit, bon, allez, on va en commander que 500 parce qu'il n'y a que 7000 écoles aux Pays-Bas. Donc déjà, 500, ça fait un super taux de pénétration. Franchement, bon. Et on leur dit, non, non, mais 500, on ne peut pas. En fait, nous, 500, c'est bien parce que l'usine, en tirant un peu le nez, elle serait capable de faire une production que de 500 unités, ce qui n'est pas beaucoup pour eux. Mais nous, il fallait qu'on produise toute l'application qui va derrière. Et pour 500 pièces, ça ne rentabilisait pas le coût de production. Donc on a réussi à décrocher une commande de 1000 et ils avaient un peu les miquettes quand même. Et en fait, en 3 mois, ils ont tout vendu. Ils nous en ont repassé 1000. Et l'année d'après, ils en ont repassé 1000. Et l'année d'après encore, et encore, et encore. Et là, on est en train d'écouler le 7e millier, Waouh. ouais, de ce produit-là, sachant qu'il n'y a que 7000 écoles aux Pays-Bas. Et donc, des fois, je rigole un peu en disant qu'on a 100% de taux de pénétration des écoles aux Pays-Bas. C'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a des écoles qui en ont pris plusieurs et tout ça. Mais c'est quand même hallucinant. Et je n'ai jamais parlé une seule fois à un inspecteur d'éducation nationale des Pays-Bas. Enfin, c'est même pas le sujet, quoi. Alors qu'en France, c'est vrai il y a parfois certains enseignants qui cachent presque à leurs inspecteurs qu'ils utilisent des produits digitaux parce que c'est un peu touchy, quoi. Donc, bon, j'ai un peu la dent dure, quoi. Moi, j'admire énormément le travail des enseignants et on travaille beaucoup avec certains enseignants qui nous donnent, qui utilisent nos produits, qui nous donnent des conseils d'amélioration et des pistes d'amélioration. Et encore une fois, c'est vraiment une reconnaissance énorme pour nous que ça puisse être utilisé en classe. Mais c'est vrai que ça reste compliqué d'en faire un vrai objectif économique et d'appuyer le développement du business là-dessus. Donc vraiment, les parents, l'utilisation des produits dans les familles et que les parents eux-mêmes puissent acheter les produits, ça reste notre principal vecteur de développement business, quoi. C'est fou et à la fois hyper intéressant. Mais du coup, est-ce que sur ces choses-là, en 9 ans, tu vois, est-ce que tu vois des évolutions? Et puis peut-être même si on prend aussi l'actualité récente, tu vois, avec la pandémie qu'il y a eu, il y a eu des vraies tensions autour de l'éducation des enfants à la maison. Est-ce que les outils numériques sont vus comme une solution ou alors parce qu'en fait c'est ça que je trouve en France et tu me diras tu es beaucoup plus au fait que moi mais c'est que on mélange peut-être plein de sujets sur ce sujet-là. On parle notamment du temps d'écran, c'est les gens mettent ça dans le même sac alors qu'au final ben ça peut être du temps d'écran utile. Bref, c'est quoi ton regard là-dessus, sur peut-être
l'état actuel et le futur proche, on va dire, et peut-être même, tu vois, est-ce que demain, chaque élève, aura sa tablette dans son cartable? C'est un peu un fantasme, un truc auquel, voilà, on a déjà vu, entendu ça, plein de fois, mais c'est pas encore vraiment le cas. Ouais. Alors, il y a plein de questions dans ce que tu m'as dit. Oui, désolé. Est-ce que les lignes vont bouger? Alors, si tu veux, moi, en 2005, quand j'ai commencé à bosser, c'était il y a 16 ans, c'était, tu vois, genre: «Ouais, on est dans le début du 21e siècle, ça y est, la révolution numérique». Bon, faut rappelle-toi, hein, la bulle, du e-commerce et tout ça, c'était pas très loin à l'époque, hein, la boîte dans laquelle, Mmh. où j'ai bossé 7 ans, elle a été créée en 2000, donc c'était pile poil, tu vois, dans cette période-là et on croyait vraiment, quoi, tu vois, que cette révolution numérique allait, balayer, l'éducation, comme ça a pu être le cas, tu vois, dans d'autres secteurs, d'activité, tu vois, maintenant, par exemple, pour prendre un rendez-vous avec son médecin, on va sur Doctolib, quoi, tu vois? Mais ça a mis du temps à émerger, hein, Mmh. tu vois? Les solutions technologiques, elles étaient prêtes déjà il y a 10 ans, mais après, c'est la question de la pénétration dans les usages. Il y a 16 ans, on croyait que c'était demain, quoi, tu vois? Et puis, moi, chaque année, d'entendre dire que c'est demain, la révolution, je commence à y croire un peu moins. Après, c'est vrai que la pandémie, elle a placé tout le monde dans une situation, de tension tellement extrême que je pense que c'est inenvisageable que les lignes ne bougent pas. Néanmoins, il faut, tenir compte de l'inertie de cette, macrostructure qui est l'éducation nationale. Donc, ça va prendre du temps, mais je pense que ça viendra. Pareil, ça je le dis et ça en énerve certains, mais moi j'ai 3 enfants, tu vois? J'en ai 2 d'âge scolaire qui sont encore à l'école, primaire, un en CM1 et l'autre en CP. Et ben, le carnet de liaison, c'est un petit cahier avec des petits mots collés par, soit l'instit, soit l'enseignant, enfin soit le gamin qui lui-même utilise beaucoup de bâtons de colle. J'achète beaucoup, beaucoup de bâtons de colle par an. Mais, c'est ça, quoi, et c'est la même chose que moi quand j'étais gamine. Je suis née en 1982 et tu vois, j'ai l'impression qu'en 30 ans, la technologie, c'est-à-dire le petit cahier où on écrit les petits mots, n'a pas bougé. Donc là, clairement, je me suis bien souvenu que quand, tu vois, on a tous été confinés là le 16 mars dernier, je crois que l'école, elle a mis au moins une semaine à récupérer les emails de tous les parents pour adresser le premier mail groupé, quoi. Tu sais, je suis là: «Putain», enfin, Ouais, j'ai c'est juré. fou. Mais si tu veux, je me suis dit: «Punaise, il faut vraiment une semaine pour qu'il y ait cette mailing list qui arrive», et je m'étais bien rendu compte que les instits, tu sais, elles savaient pas faire des mails avec, BCC, il fallait que tout le monde ait les emails de tout le monde. Enfin, tu te dis: «Non mais bon». Donc il existe en fait des solutions qui s'appellent les ENT, des environnements, numériques, de travail, tu vois? Qui Mmh. existent depuis fort longtemps, qui sont des logiciels de communication entre l'administration et l'école et les parents qui existent, qui sont des solutions, très bien développées, et simplement il faut juste les mettre en place. Donc là, clairement, je pense que ça deviendra totalement nécessaire. Ça a beaucoup été implémenté pour les collèges et les lycées. Tu vois? Maintenant, je pense qu'il y a vraiment, le réflexe de dire: «OK, j'ai mon gamin au collège, je vais consulter son bulletin scolaire», peut-être, tu vois, les devoirs et cetera, en ligne. Il faudrait que ça vienne aussi, pour les primaires aussi, quoi. Il faut qu'on arrive à passer au 21e siècle, mais je pense que ça va prendre, ouais, ça va continuer de prendre un petit peu de temps. Et après, tu avais une deuxième question que j'ai oubliée? Ouais, moi aussi j'ai oublié parce que c'est vrai que j'ai j'ai eu tendance à t'en poser plein, mais c'était, je pense que tu as fait un peu le tour, sur ce, sur le quoi je voulais t'interroger, mais au final ça fait très bien la transition avec, un autre thème que je voulais aborder. C'est le fait que, au final cette structure qui est un peu limitante en France pour vous, Mmh. c'est pas forcément un problème parce que vous avez énormément de votre chiffre d'affaires qui est, à l'export et à l'international. Est-ce que c'est une cause ou tu vois, enfin, d'où ça vient? Est-ce que tu t'es dit: «Ben, en France, Ah, c'est un peu lent, donc ça y est. forcément on va aller, à l'international», tu vois? Enfin, je sais Ouais, pas, mais mais je retrouve ta deuxième question et ça, c'est une chose dont je voulais parler. Tu m'as encore posé plein de questions. Alors, 1re chose, tu me parlais du temps d'écran et oui. je voulais parler de ça parce que, la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a eu Le Monde qui a sorti un article que j'ai adoré, et qui s'intitulait «Usage du numérique, la question du temps d'écran, c'est le degré zéro de l'analyse», et ça, c'est une citation de l'excellente psychologue, Vanessa Lalo, et j'ai adoré, toute son analyse, et il y avait une quote, que j'ai trouvée, absolument géniale. En gros, son message, c'est de dire: «Non mais
ça sert à rien de se crisper sur vraiment le volume du temps d'écran parce qu'en fait, un écran, c'est juste un média et tout dépend de ce que vous pouvez en faire, derrière. Donc alors attends, je vais essayer de te retrouver juste sa quote. Mais de toute façon, je retrouverai et je le partagerai, le lien dans les notes du podcast pour que tout le monde aille, Ouais. lire ça. En gros, elle disait, «On peut très bien passer 14 heures par jour à regarder des vidéos de pandas qui pètent ou passer 14 heures par jour à regarder Wikipédia» et moi, j'ai adoré cette Et quote oui. parce que je trouve que ça résume totalement, si tu veux, le fond du problème. Il faut qu'on arrête de se crisper sur le temps d'écran. Je dis pas que c'est, temps d'écran à gogo. Moi, j'ai 3 gamins et je fais attention aussi, bien sûr, mais surtout, je fais surtout attention à ce qu'ils regardent sur l'écran. C'est-à-dire qu'une heure Mmh. à regarder YouTube avec toutes les pubs que tu peux avoir, et surtout encore pire si tu les mets sur YouTube Kids, parce qu'en plus tu as des pubs hyper ciblées pour les gamins, ou une heure à regarder un logiciel éducatif hyper interactif où le gamin il est en interaction par rapport à la tablette, ça n'a rien à voir en fait. Et c'est un peu comme dire, bah moi je suis contre les livres. Parce que, Ouais. tu vois, il y a des magazines People, qui ont du contenu, qui est pas terrible. Ouais, d'accord, mais en fait, il y a tous les magazines et il y a tous les livres possibles. Il faut se rappeler quand même qu'au début, il y a pas si longtemps, il y a 100 ans, c'était pas bien vu, en fait, les livres pour enfants. Les livres, c'était genre, le truc, tu vois, Le Bon Point quand tu avais fait, que tu avais super bien bossé à l'école et c'était un truc hyper précieux que tu devais regarder et cetera. Donner un livre à un gamin de 18 mois, c'était impossible, quoi. C'était quelque chose qui n'était pas bon pour les enfants parce que ça allait abîmer leurs yeux. D'ailleurs, les enfants, ils n'étaient pas faits pour lire, mais ils étaient faits pour bouger et aller dehors, etc. Et même pour les jeunes filles, on imaginait que les romans pouvaient pervertir, tu vois, leur esprit et leur donner des idées qui n'étaient C'est pas fou. forcément possibles pour une jeune femme. Mais tu vois, mais oui. Et donc maintenant, en fait, on n'envisagerait pas. Enfin, tu vois, au contraire, on voit une jeune femme qui lit, on est là, mais génial, vas-y, lis quoi, tu vois. Donc, voilà, il faut admettre que l'écran, c'est un média comme un autre et que ce qui compte, c'est le contenu qui est dessus. Et donc, j'ai effectivement adoré cet article sur Le Monde parce que je me dis, enfin, peut-être les choses commencent à changer. Surtout qu'avec l'énorme contrainte qui a été placée sur les parents par rapport à cette pandémie et notamment au confinement, c'est-à-dire rajouter encore dans la culpabilité des parents, le fait de dire: «Ah mais en plus ton gamin, il regarde tant d'écrans et tu vas en gros lui bousiller le cerveau». Enfin, je trouve que c'est insupportable et c'est encore pire, je pense, aux États-Unis où, ils n'ont pas eu les structures d'accompagnement qu'on a pu avoir. Il y a plein d'écoles qui ont continué d'être fermées et il y a plein de personnes qui ont perdu leur emploi et surtout, ben, je vous fais pas de dessin, mais, dans un couple avec 2 gamins en bas âge et et s'il faut qu'il y ait un des 2 parents, en fait, qui s'occupe des 2 enfants et qui fasse le Zoom avec, l'école maternelle et tout ça et dont le patron, a un petit peu marre, d'entendre des gamins brailler, derrière quand il y a une visioconf, bah, c'est toujours la maman, qui perd son emploi, en fait. Il y a énormément de mamans qui ont perdu leur Mmh. emploi en 2020 à cause de cette pandémie, parce qu'ils pouvaient plus se permettre, en fait, bah, déjà parce qu'il y a eu énormément de pertes d'emplois tout court, en fait, il y a eu énormément de licenciements. Il faut savoir qu'il y a pas de chômage aux États-Unis, hein. Il y a maximum 2 semaines, en gros, de ce qui Mmh. s'appelle severance package et ensuite, c'est genre, ben, débrouillez-vous, quoi. Et donc, c'est dramatique, en fait, ce qui se passe. Donc là-dessus, rajouter en plus la culpabilité de dire: «Ah OK, mais en plus, ne leur mets pas plus de tant de minutes d'écran par jour» et enfin voilà, moi je trouve que c'est un faux débat, c'est un débat qui est mal posé Ouais. et c'est aussi une sorte d'hystérisation, de la modernité, quoi. On essaie de Mmh. préserver aussi les enfants de la modernité et à juste titre, je pense, mais il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Ça me fait toujours rire qu'on présente toujours aux enfants le chouchou. Vous savez, le chouchou, le train à vapeur, c'est ça l'imagerie pour un enfant du train. Mais les trains, ils ressemblent plus du tout à ça maintenant, en fait. Et Ouais, c'est c'est ça, vrai. c'est ce côté un peu nostalgique. Et sur le côté international, c'est vrai qu'en France, il y a toujours cette petite suspicion de dire quand tu expliques que tu fais des jouets éducatifs, tout de suite c'est: «Ah génial, super et qu'est-ce que c'est comme jouet éducatif?» «Ah bah, c'est des jouets, avec des chiffres et des lettres en bois et des tablettes tactiles». «Ah les tablettes», voilà. Et donc si tu veux, bon, cette discussion après l'avoir eue, genre, 50 millions de fois, heu, bon, ça devient un peu lassant, quoi. Donc effectivement, dans d'autres pays du monde, il y a pas exactement le même accueil et c'est ce qui se traduit par nos ventes, effectivement. On fait plus de 90 ça fait 4 ou 5 ans qu'on fait plus de 90 de notre chiffre d'affaires à l'export, ouais.
Sur ça, j'avais une grosse question, en fait, de savoir comment tu, structurais la chose. C'est-à-dire que quand tu as un nouveau pays, à ouvrir, est-ce que alors déjà, ça peut être, oui, par, opportunité, vous avez des contacts, mais est-ce que vous ciblez en disant: «Tiens, on a envie d'aller là-bas», est-ce que vous recrutez en local, une personne qui va, aller travailler auprès des acteurs locaux? Ou alors c'est une personne de chez vous qui va, faire le voyage entre guillemets. C'est, tu vois, c'est l'un ou l'autre. J'aimerais juste voir comment C'est tu ouais, c'est fais. un petit peu des 2. C'est un petit peu des Ok. 2. On a identifié, alors ça peut arriver que ce soit purement par opportunité dans des salons internationaux, des gens qui nous contactent. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour le Middle East. Tu vois, on a des gens qui nous ont dit: «Ah bah, nous, on voudrait, implémenter vos produits dans telle enseigne» et cetera, et du coup là, on a fait banco. Après, on a essayé d'être assez stratège sur certains autres pays en se concentrant sur les pays où on pensait qu'on avait la meilleure appétence. Clairement, c'est des pays qui parlent anglais, tu vois? Donc les États-Unis, le Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande et un petit peu le UK. Après, tout ce qui est pays nordiques aussi, ça marche bien pour nous. Et là, c'est un mélange des 2. C'est-à-dire, on n'a jamais recruté des personnes qui seraient détachées, vraiment dans le pays, mais on a travaillé avec beaucoup d'agents. Si tu veux, des agents qui se présentent quasiment comme un employé de ta boîte, mais qui défendent les intérêts de ta boîte auprès des distributeurs, des retailers et tout ça. Et puis il y a eu aussi pas mal de voyages. Bon, je te cache pas que depuis mars 2020, bah, il y a plus de voyage du tout. Et du coup, ça J'imagine. permet aussi à mon associé et puis aux équipes commerciales de se reposer, tu vois. Mais c'est vrai qu'on commence à ressentir que il y a un petit côté loin des yeux, loin du cœur, quoi, tu vois. C'est-à-dire que dans des territoires Mhm. aussi lointains que l'Australie, où il y a un décalage horaire de ma boule, vraiment passer 2 ans sans aller voir les gens, enfin, je pense que le télétravail et la visioconférence nous amènent à faire énormément de choses, mais ne remplacent pas tout, tu vois. Donc on se pose aussi des questions sur, Mhm. clairement en 2021, on n'a pas prévu de bouger non plus beaucoup, mais il va falloir à bout d'un moment qu'on remette un petit peu ouais, d'humain là-dedans, quoi. Que je parlais avec un chef d'entreprise qui me disait des interactions de primate à primate, tu vois, un petit côté incarné, quoi. Yes, ouais, bah oui, oui, bah écoute, je pense qu'on peut que partager ça. Enfin, ça a des bons aspects sur certaines choses, mais rien ne remplace le contact humain. Et ouais, même si on est dans une sphère très digitale, numérique, il y a besoin de se connecter et de juste partager des feelings, des émotions. Donc ouais, bah, on croise tous les doigts hein, pour que ça s'améliore. Sur un autre sujet, sur un sujet plus, logistique, distribution, j'imagine que ça doit être une galère, parce que, il y a, la production qui est à mon avis quelque part, vous devez réceptionner. Comment vous travaillez tout ça? Mhm. Est-ce que vous avez un partenaire logistique qui gère aussi, tout ça? Parce que, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous êtes distribué dans, aussi des milliers, des millions, je sais pas, de magasins de, jouets pour enfants, mais aussi, dans des magasins, plus, liés à l'électronique. Enfin, on pense à tout ce qui est, les boulangers, Fnac et cetera, mais, aussi, et j'aimerais bien peut-être après on en parle 2 secondes, mais, dans les Apple Store. Comment ça se passe la Mhm. logistique chez Marbotique? Eh ben écoute, tu vois, ça a pas été un point de galère pour nous. Peut-être on a été bons, je sais pas. Mais ça a pas été un point de galère énorme, ouais, non, mais tu vois, il y a des choses où, par exemple, c'est pas un peu pareil, l'industrialisation pour nous, ça a jamais été un souci. Après, c'est cool, hein, tu vois, il y a quand même des moments où tu dois plus galérer que d'autres et d'autres où tu dois moins galérer. Mais on a 3 entrepôts, en fait, un enfin, dans 3 continents différents. Et effectivement, notre production, elle est en Asie. Donc, on a un premier entrepôt qui est pas très loin de l'usine, et ça nous permet de stocker une partie des, des unités produites. Et après, en fait, on fait voyager en Europe ou en Amérique du Nord en fonction des besoins. Non, franchement, ça a jamais été un gros problème. Le point qui a été un peu problématique, c'est pour nous de trouver un bon logisticien aux États-Unis. On n'a toujours pas trouvé. Et notamment faire un inventaire aux États-Unis, ça semble insurmontable, et comme ça revient chaque mois, c'est un peu relou. Donc on a une personne dans l'équipe qui s'arrache les cheveux, tu vois, tous les mois, pour netter les inventaires US, quoi. Mais franchement, non, c'est
c'est pas le point sur lequel on s'est le plus cassé les dents. Et après, alors tu disais des millions, OK. on est plutôt sur, je pense, des milliers, ouais, des centaines ou des milliers de boutiques qui distribuent nos produits effectivement dans le monde entier. Et on s'appuie aussi pas mal sur notre réseau de distribution. Tu vois, quand c'est vraiment, un pays éloigné comme, l'Australie, on va pas s'amuser nous-mêmes à avoir un entrepôt là-bas et cetera. On on se met d'accord avec un distributeur, OK, on lâche un peu plus de marge, mais du coup, il gère aussi toute la partie distri, quoi, tu vois? Ouais, j'ai vu aussi, sur la partie distribution, vous avez fait un choix, alors là encore, je pense qu'en France, c'est plus sujet à débat que, dans des pays plus anglo-saxons, mais vous avez fait un choix aussi d'utiliser, pas mal Amazon, comme beaucoup de marques de puériculture d'ailleurs, enfin je sais de quoi je parle, Mmh. heu, sur la dernière année. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce Oui. que en fait, j'ai vu, ça me fait penser, il y a même Philippe Métayer, directeur général de la French Tech, qui est passé aussi sur ce podcast il y a quelques temps, qui avait posté un message en disant, «Je commande plus rien sur Amazon depuis, 4-5 ans, j'en sais rien» et que toi, forcément, tu lui avais répondu: «Ben, on en parle Ouais. quand tu veux», parce qu'évidemment, vous utilisez aussi ce support-là pour votre distribution parmi d'autres. Ouais, J'aimerais bien avoir sûr. ton sentiment Bah, oui, là-dessus. oui, puis en plus, Philippe, on est voisins, quoi. On est voisins, donc je lui ai dit: «Bah, vas-y, viens, bon, on prend un café, quoi, monte prendre un café, puis on en parle». Hem, alors, c'est sûr que nous, on s'est pas mal développé en 2017, beaucoup sur la partie retail physique, c'est-à-dire être présent, comme, tu disais, chez Boulanger, chez Fnac, dans les magasins Apple, ça c'est arrivé seulement en 2018 et 2019. Et puis après, bon, et autres, tu vois, autres grandes enseignes style Best Buy, Target et tout ça, aux US. On avait peut-être un peu négligé, la partie e-commerce, tu vois? Ce qui est un peu surprenant pour une boîte, comme la nôtre, qui est quand même, avec un produit super digital, quoi. Mais on a ce côté hardware aussi, enfin, tu vois? C'est un peu les 2. Et on s'est mis sérieusement, on a recommencé vraiment, vraiment sérieusement, à se focus sur la partie, e-commerce en 2020. Mais on bossait déjà effectivement, sur notre site e-commerce et aussi sur des plateformes de marketplace, dont Amazon et dont d'autres aussi. Et bah, écoute, enfin, on va pas, tourner autour du pot, Amazon, ils ont une part de marché, dans le e-commerce, qui est hallucinante. Et en plus, avec la pandémie, ils n'ont fait qu'avoir une croissance exponentielle et une part de marché, encore plus croissante, quoi. Aux États-Unis, je crois que, attends, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que les chiffres, ce sont ceux-là. Je crois qu'il y avait déjà 40 des ventes de jouets qui passaient sur du e-commerce aux États-Unis, et que avec la pandémie, c'est passé à 70, tu vois? Donc c'est C'est clair énorme. qu'Amazon, s'est tiré, la part du lion, si tu veux, dans cet, élan mondial vers le e-commerce. Après, bon, de là à faire, j'ai suivi de loin ces polémiques, sur Amazon, et ça m'a un petit peu rappelé, si tu veux, les polémiques qu'il y a eu sur le fait de fabriquer en Chine. Parce que, tu vois, Mmh. limite, si tu es un entrepreneur français et que tu construis un produit et il faut absolument le produire en France et cetera, il faut vraiment voir les choses en face. C'est que nous, vu la façon dont notre assemblage industriel il est fait et vu les volumes que nous faisons en ce moment, on pourrait juste pas produire en France, si tu veux, à moins de Mmh. doubler Ouais, c'est notre, une réalité économique, en fait, et mais ouais, puis c'est une réalité économique. Si tu veux, donc pour une start-up, tu peux essayer de te priver du canal de e-commerce majeur qui, est en train de faire un bond de géant, ou tu peux te dire: «Ben, au contraire, génial, et c'est grâce à ça que je vais aussi développer mon activité». Et pour nous, Amazon, ça nous a clairement aidé à accroître nos ventes, et on est, accompagnés, chez eux. C'est un programme Launchpad, qui permet de traiter un peu différemment les startups qui font des produits innovants et tout ça. mmh. Et clairement, ça nous a aidés, ça nous a apporté de l'exposition sur nos produits. Et du coup, moi, tu vois, j'ai un peu de mal effectivement avec ces prises de position hyper, tu vois, dire: «Ah non, surtout pas Amazon», ou enfin assez dogmatique, quoi. Donc après, je ne dis pas que, tu vois, tout est Oui et parfait. puis au final, tu peux avoir un impact, tu peux avoir un impact ailleurs, en fait. C'est-à-dire que, oui, alors, tu as pas,
produire peut-être en France, et tu vas peut-être utiliser Amazon. OK, ça c'est un fait, mais au final, à côté de ça, tu vas avoir un impact sur, l'apprentissage des enfants, sur, leur développement, cognitif et cetera qui, bah, pour le coup, lui, est peut-être moins mesurable, mais voilà, est peut-être aussi tout autant louable, en fait. C'est ça qu'il faut regarder aussi et enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vais dire pour te défendre, mais je suis aussi d'accord avec toi qu'il faut, enfin, tout n'est pas ni blanc ni noir, en fait. Et que oui, si on doit passer par Amazon un certain temps pour distribuer ses produits et qu'on étudie après d'autres alternatives, ben, pourquoi pas? Enfin, la vie est longue, quoi. Ouais, et puis moi je vois pas ça, tu vois, c'est comme produire en Chine ou travailler par Amazon. Moi je vois pas ça comme un mal nécessaire en fait. J'aurais l'impression de cracher dans la soupe Mhm, en disant ça. Tu vois, c'est compliqué de monter une boîte et c'est surtout compliqué de monter une boîte qui fait du hardware et du B2C. C'est-à-dire qu'on n'a quand même pas choisi le mhm, chemin, tu vois, le plus court vers la rentabilité. Et moi, j'ai aucune arrière-pensée à utiliser les outils qui sont mis à ma disposition et à en être contente. Moi, je suis hyper contente de travailler avec la mhm. Chine pour fabriquer nos produits. On a eu toujours d'excellentes relations avec notre usine. Pour moi, ça a été un énorme choc positif, enfin, je dirais un choc positif culturel quand je suis allée là-bas et quand je me suis rendu compte de ce qui se passait réellement. Et, euh, et voilà, donc en fait, enfin, je considère qu'on a d'autres chats à fouetter, si tu veux, que de se rentrer dans des guéguerres idéologiques là-dessus, si tu veux. Voilà, on a quand même d'autres Ça chats à marche. fouetter. Le chat à fouetter, c'est améliorer notre produit, améliorer notre marketing, faire de la croissance, tu vois, réunir la bonne équipe autour de nous Mhm. et foncer, quoi. Donc après, tu vois, Ouais. c'est hyper français de râler, en fait. Tu vois, on voit bien avec le coronavirus, là, il faut que tout le monde râle sur tout et que tout le monde soit hyper insatisfait de tout ce qui se passe et tout ce que fait le gouvernement. Moi, j'ai envie de te dire, mais on est déjà tellement saoulés, effectivement, de tout ce qui se passe, mais ne passons pas encore plus d'énergie négative à critiquer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est en dehors de notre Ouais, zone de contrôle. ouais, ouais, Donc là, je voilà. suis aligné Donc nous, avec toi. si tu vois, on fonce et après, bien sûr, nous, on sera content que notre site internet à nous, en propre, se développe davantage. Mais tu vois, sur Twitter, j'ai eu des gens qui étaient là: «Comment? Mais Marbotique, ils font un site internet, mais ils livrent qu'aux États-Unis. Alors ça, vraiment, c'est pas banal, une boîte française qui veut pas livrer en France». Et moi, j'étais là: «Bah, écoute, en fait, j'ai envie de te dire, bah, je vais là où les gens achètent mes produits», tu vois? Enfin, je sais pas. Après, là, on va faire un site internet qui va qui va aussi permettre de faire du multi-devise et du multilingue et tout ça. Donc on va le faire et on va le sortir là en avril, notre nouveau site qui va permettre de servir aussi la France. Mais clairement, s'il fallait choisir entre les États-Unis et la France, ben, le focus, c'est la clé, quoi. Oui. Donc voilà. Bah, je te remercie beaucoup pour, cette franchise et enfin, c'est de toute façon, pour t'avoir vu plusieurs fois dans différentes interventions, dans les conférences, c'est quelque chose que tu cultives, cette transparence-là, cette sincérité donc bah, merci aussi de l'avoir là sur le podcast. Ça fait plaisir, c'est hyper rafraîchissant de pas avoir un discours, trop, policé donc merci pour ça. On va enfin, le temps passe beaucoup trop vite. Je vais terminer avec quelques questions un peu plus d'ordre perso, je j'ai pas abordé tous les sujets que je voulais aborder, mais bon, enfin, si certains ont des questions à l'écoute de ce podcast, ils pourront te contacter. D'ailleurs, la façon la plus simple pour te contacter, toi, c'est plutôt LinkedIn. Twitter, tu disais que tu es actif aussi Ouais. dessus? Ouais, Ok, LinkedIn, c'est mieux. ok, bon, ben, on mettra ton LinkedIn. D'un point de vue plus personnel, je voulais savoir, vu que c'est une aventure qui a quand même été assez longue, qu'est-ce que ça t'a apporté? En quoi ça t'a changé, l'aventure Marbotique? Hem, je sais même pas, tu vois, par où commencer pour te dire quels sont les changements. Effectivement, ça va faire 8 ans, donc tu vois, c'est super long. On évolue soi-même, hein, enfin, tu vois, entre 30 ans et 38 ans, c'est quand même une tranche de vie, je trouve hyper riche et hyper dense où il se passe plein de choses et puis même, enfin, tu vois, au niveau perso, je suis devenue, mère de famille entre-temps et tout ça. Je pense que je pense vraiment que j'étais déjà un petit peu multitâche avant, de lancer Mmh. Marbotique avec beaucoup d'intérêts éclectiques et tu vois, du style être bonne pour, à la fois pour communiquer, mais pour aussi écrire, mais aussi pour faire des tu vois, des tableaux de chiffres, un peu compliqués ou des machins comme ça, bon. Mais là, je pense avec le côté CEO pendant 8 ans où tu es un peu, au four et au moulin, vraiment le côté couteau suisse, s'est développé encore plus. Après, j'ai l'impression que sur chacune des branches, tu vois, de gestion de la boîte, que ce soit en marketing, que ce soit en RH, que ce soit en finance, que ce soit, tu vois, que je progresse un petit peu.
Mais je trouve ça quelque part presque un peu long de devoir tout le temps, tout le temps, tout le temps se réinventer et tout le temps être dans la zone d'effort. Parfois j'ai un peu envie que d'être un peu plus dans la zone de confort, tu vois? Je me dis les mecs qui sont avocats ou médecins à mon âge, ça y est, ils sont installés dans leur pratique et ils connaissent leur métier, quoi. Ils sont experts de leur domaine et moi j'ai l'impression que je tu vois, que l'expertise, elle est toujours un peu plus loin, quoi. Après, c'est aussi en prenant du recul de se dire: «Ah oui, c'est clair que si demain je devais diriger une autre boîte, je serais vachement plus outillée qu'il y a 8 ans», Et c'est quelque chose qui te travaille? De potentiellement, excuse-moi, je t'ai coupé, mais là, tu dis si demain je devrais lancer notre boîte, mais est-ce que tu te dis dans la prochaine dizaine d'années, potentiellement peut-être confier Marbotique à l'équipe en place et moi redémarrer un projet, ou alors tu as envie encore de l'amener plus loin, ce projet-là, et de relever encore de nouveaux défis? Moi, je suis j'aime bien ce qu'on fait, hein. Je continue d'être, hyper, passionnée par, le sujet et cetera, donc je suis pas du tout en recherche de dire: «OK, je vais passer le flambeau» et tout ça. C'est plutôt, tu vois, un autre type, de maturité et de rythme, en fait, qu'il faut installer. C'est-à-dire qu'au début, tu es clairement en sprint. Tu vois, quand tu construis ta boîte et que tu es dans les 2, 3, 4, 5 premières années, tu es clairement en sprint. Au bout d'un moment, tu arrives 6, 7, 8 ans, tu te dis: «Non, mais là, je vais pas continuer à sprinter tout du long, en fait». C'est quand même clairement un marathon et il faut aussi prendre un peu de recul et il faut, concentrer les endroits où on peut être davantage efficace et déléguer plus. Donc clairement, maintenant, j'ai une super équipe autour de moi et je peux déléguer beaucoup plus et du coup, me concentrer sur les parties où je pense que j'ai le maximum de valeur ajoutée, le maximum d'efficacité. Mais non, non, j'ai pas forcément de vocation à changer de taf, mais juste, je me pose les questions en me disant, tu vois, vu que tu fais et que tu es quand même autodidacte aussi dans la gestion d'entreprise, parfois, c'est pas du tout un complexe d'imposteur, mais c'est de se dire, est-ce que vraiment, en fait, je serais capable de gérer une autre boîte que la mienne? Et dans un premier instant, tu peux te dire, bah non, je suis Mmh. pas trop sûre. Et puis en fait, en prenant du recul, tu dis, bah oui, évidemment, en fait, il y a énormément de composantes et d'outils qui se sont forgés dans ces 8 années-là, quoi. Ça marche. C'est quoi une bonne journée pour toi? Ah, c'est marrant, on a pas mal réfléchi à ça ces dernières années. Je pense que les journées où je m'éclate le plus, sur le plan professionnel, c'est les journées où on a fait un truc dur, tu vois? Un truc quelque part, c'est un peu maso, mais un truc avec un peu de pression, ou tu vois, un truc avec une deadline et cetera. Ou un truc où on n'était pas sûr qu'on allait s'en sortir et finalement on s'en sort, mais dans la bonne ambiance et dans la bonne humeur et avec les mecs qui blaguent et tu vois, avec le sourire. Ça, c'est vraiment le surkiff. Ça, c'est vraiment quand on arrive à faire des choses difficiles tout en gardant la banane. Ça, je trouve que c'est le Mmh. maximum de satisfaction professionnelle et surtout le travail en équipe. Ça, c'est hyper cool. Et après, au sens le plus large, un vrai sujet aussi, c'est l'équilibre vie pro, vie perso et tu vois, réussir à équilibrer les 2, quoi. Tu vois, ça reste aussi un sujet, je pense, qui est un Mmh. sujet pour moi, mais je pense pour pas mal, de mecs et de nanas, entre 35 et 45, j'ai envie de te dire. Voilà, après ça reste un sujet. OK, et d'ailleurs, tu as, quelque chose qui t'aide, au quotidien, pour, te sentir au mieux de ta forme, j'en sais rien, ou alors avoir, une routine ou quelque chose qui permet de, mieux t'organiser? Ouais, j'ai commencé récemment une nouvelle pratique, c'est le habit journal. Tu vois, c'est un journal d'habitude, en fait, où tu Mmh. tu mets tes priorités et tu coches tous les jours, en fait, ce que tu as fait ou ce que tu pas fait, en fait. Et rien que le fait de cocher soi-même, la petite case, ils disent que c'est une petite, tu vois, c'est un petit shoot de dopamine quand tu coches ta case et ça te motive, en fait, pour continuer un peu plus. C'est basé sur, le bouquin qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. Et je me suis aussi, beaucoup entourée de coachs, différents coachs, tu vois? Des coachs business, des coachs, human resources et là récemment je travaille avec au niveau perso avec une mindset coach et j'ai beaucoup écouté de podcasts, tu vois? Beaucoup de podcasts de développement perso, et ça m'aide en fait, donc j'ai beaucoup, beaucoup écouté, tu vois? Une des podcasteuses que j'aime le plus, elle s'appelle, Brooke Castillo, je sais pas si tu la connais? Qui est life coach. Non, mais j'irai regarder. Ouais, c'est hyper cool. Franchement, c'est hyper, hyper cool. Et elle disait,
il y a beaucoup de gens qui sont dans le passive action, c'est-à-dire que tu écoutes, tu vois, tu engranges, tu lis des bouquins, voilà, et puis tu fais jamais les choses. Et en fait, il faut passer de passive action à massive action. Et massive action, c'est genre, je lâche pas l'affaire, quoi. Tu vois, enfin, je vais prendre un exemple complètement trivial, mais tu vois, par exemple, se coucher, dormir plus. Tu vois, il faut vraiment être plus reposé, être à fond et du coup dormir, enfin, pas forcément à fond, mais du moins être bien et dormir davantage. Et donc, tu sais que tu vas devoir te coucher tous les jours à 23h, etc. Et en fait, tu ne lâches pas l'affaire tant que tu n'as pas atteint cet objectif et donc tu te mets toi-même des objectifs. Tu fais, tu vois, tu t'auto-polices en fait, plutôt que d'écouter des podcasts qui disent ah bah oui, comment être en forme, il faut bien manger, bien dormir, etc. C'est vraiment commencer à l'appliquer à soi-même. Et ça, j'ai commencé à faire ça depuis janvier, là, en fait. Et c'est plutôt cool, en fait. C'est peut-être mon côté âme d'ingénieur. Tu sais, j'aime bien traquer, j'aime bien faire des tableaux Excel, j'aime bien, tu vois, j'aime bien voir où j'en suis, quoi. Mais ça m'aide un peu, ouais. Yes. Bon, ben, excellent. En plus, tu as anticipé une de mes toutes dernières questions habituelles qui est si tu avais une recommandation. Donc, on ira regarder ce podcast que je mettrai aussi dans les notes du podcast. Ouais. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure? Écoute, non, moi j'ai envie de te dire, le printemps revient, tous les espoirs sont permis, c'est bon, on va s'en sortir, quoi, de cette année 2020-2021 de daube. Yes, carrément. Ça sera d'ailleurs, si jamais on se reparle dans un an, tu pourras dire cette année elle est réussie, pourquoi? C'est quoi le principal objectif à atteindre? Peut-être que t'as pas le droit de me le dire, hein. Si, si, ben, pour nous, on a fait un grand plan stratégique, si tu veux, qui a commencé début 2000, enfin mi-2020 et avec des objectifs assez précis en 2021. Et notamment, on avait 2 gros objectifs qui étaient de faire une grosse croissance sur nos ventes B2C et d'améliorer significativement nos produits. Et on a déjà atteint pas mal de milestones là-dessus. Mais oui, oui, on a nos chiffres et on sait exactement quelle est notre roadmap sur l'année qui vient. Donc, dans un an, au moins, j'aurai les métriques pour te dire si oui ou non on pense qu'on a réussi l'année ou pas. Mais là, c'est encore trop tôt pour te le dire, malheureusement. OK, et ben, écoute, en tout cas, moi, c'est tout ce que je te souhaite et je souhaite à l'équipe Marbotique. Merci beaucoup, Marie, pour cet échange que tu m'as accordé, pour, je l'ai dit un peu plus tôt, ta transparence, ça fait vraiment du bien. Je mettrai évidemment toutes les infos, comme d'habitude, pour retrouver et l'entreprise et tes contacts. Et puis, je te dis à très bientôt. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai une faveur à vous demander. Faites découvrir ce podcast à une personne de votre entourage, un collègue, un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui est curieux de la sphère startup. Voilà, c'est tout simple. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.